Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. En fait, aujourd'hui, je vais discuter avec vous de certains enjeux relatifs là, au milieu de vie pour aînés. En fait, je vais m'éloigner un petit peu là, de l'aménagement pour aborder un peu la problématique un peu plus en amont. Je m'explique pourquoi. En fait, c'est en raison de mon expertise. Moi, dans le cadre de mes travaux, je m'intéresse beaucoup à l'expérience patient, à l'amélioration des soins et services de santé. Puis, j'ai un intérêt, là, quand même un fort intérêt pour toutes les problématiques qui suscitent la controverse dans l'espace public. Aujourd'hui, donc dans le cadre de ma présentation, je vais m'intéresser aux enjeux relatifs au milieu de vie pour aînés. Mon objectif, c'est d'aller d'au-delà un peu des enjeux médicaux et des enjeux un peu traditionnels qu'on entend parler, comme par exemple le manque de personnel, puis d'aborder un peu la problématique dans une perspective décloisonnée, en mettant en relief les principaux enjeux concernant les milieux de vie pour aînés, puis tenter de proposer de manière tout à fait humble des pistes de solutions pour améliorer les soins et services destinés à nos aînés. Comme vous le savez, il existe plusieurs types de milieux de vie. On a les RPA, les RTF, les RI, les CHSLD. Tous ces milieux-là ont des différences, ne sont pas toujours confrontés nécessairement aux mêmes enjeux. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer là, vraiment sur les CHSLD. La décision d'orienter ma présentation là, sur les CHSLD, ça ne s'est pas fait là, au hasard. En effet, là, les CHSLD se retrouvent souvent au cœur de la controverse là, dans les médias. Les préjugés à l'égard des CHSLD sont quand même assez nombreux. En effet, on va rarement entendre quelqu'un nous dire que son rêve, c'est de vivre dans un CHSLD. C'est pas surprenant. Ils sont souvent dépeints comme des milieux de vie ou conditions parfois difficiles, où la qualité des soins est pas toujours là, au rendez-vous. Donc, c'est assez là, variable en termes, c'est ça, là, de qualité. Donc, afin de vous mettre en contexte pour ma présentation, je vous présente là, en rafale quelques dossiers relatifs au CHSLD qui ont fait la une là, dans les médias au cours des dernières années. Donc, c'est important d'avoir en tête là, que j'y vais très rapidement, je survole, je ne peux pas entrer en profondeur dans chacune des problématiques parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus profonds qui sont discutés, mais c'est juste pour vous mettre un peu là, en contexte, puis rappeler là, à certains si jamais l'actualité là, récente là, vous en rappelez un petit peu moins. Donc, tout d'abord, un enjeu qu'on voit là, fréquemment en ce qui concerne les CHSLD dans les médias, c'est bien entendu tout ce qui touche les questions d'hygiène. Donc, entre autres, les bains se retrouvent souvent là, à la une dans l'espace public. L'accès aux bains, ça demande une problématique qui est extrêmement là, récurrente. En septembre 2018, par exemple, ici, il y avait un résident d'un CHSLD, il y avait des résidents dans un CHSLD qui avaient passé là, près d'1 mois là, sans prendre leur bain. Vous allez me dire, bon, ben voyons, c'est une problématique qui est une situation qui est exceptionnelle. Malheureusement, non. En fait, je vous dirais, depuis de nombreuses années, le protecteur du citoyen soulève régulièrement là, cette problématique-là dans ses rapports annuels. En 2018, il soulignait son inquiétude face aux situations observées dans de nombreux CHSLD. Des soins de base qui étaient négligés, le bain hebdomadaire reporté, des résidents laissés dans leur lit jusqu'à 36 heures sans l'élever, bref, j'en passe. Malgré les petits gains qui ont été faits là, dans le domaine, c'est ça, là, de l'hygiène, comme entre autres la reconnaissance en 2017 du droit à 2 bains par semaine dans les CHSLD, la problématique elle reste la même. En septembre 2019, il avait été démontré là, que dans certains CHSLD là, de la capitale nationale, qu'il y avait jusqu'à 3 aînés sur 4 là, qui n'avaient pas leur deuxième bain là, dans leur milieu de vie. Puis, c'est pas le seul dossier, en fait, qui a été couvert dans les médias. Il y a aussi tous les dossiers qui touchent justement la nourriture en CHSLD, tu sais, comment rendre le manger mou plus attrayant. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites, qui se sont soldées par des succès, mais malheureusement, il n'y en a pas assez. Il y a aussi toute la question, justement, qui est une question aussi qu'on va aborder aujourd'hui, tu sais, du mauvais état des CHSLD ou encore de leur aménagement qui n'est pas toujours approprié pour la clientèle, puis pour les soins et services là, qui sont offerts. Ça aussi, c'est une thématique qu'on retrouve vraiment là, de manière fréquente dans les médias. Donc, j'arrête ici mon petit tour d'horizon qui était très, très, très rapide. Je pourrais continuer pendant des heures, en fait, parce que le matériel ne manque pas. Mon objectif, c'était plus de mettre en relief le fait que le dossier là, des CHSLD, c'est un enjeu d'éthique publique. En effet, il y a plusieurs valeurs comme le respect, l'autonomie, la justice,
la sécurité, l'équité, la responsabilité, la bienveillance, bien, il y a plusieurs valeurs là, qui entrent en conflit. C'est sûr que c'est un dossier qui soulève quand même là, les passions. La majorité des gens, quand on va aborder ces questions-là, vont être indignés, vont crier haut et fort à l'injustice. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que malgré toute cette indignation, si on veut qu'il est possible d'observer, c'est qu'il y a peu de solutions concrètes qui sont proposées. En effet, les critiques à l'égard, entre autres, des CHSLD sont nombreuses, mais il y a peu, c'est ça, là, de solutions qui sont proposées. Puis quand on propose des solutions, bien souvent, sont réfutées en utilisant les deux mêmes arguments. Un argument qu'on voit souvent, c'est ben les CHSLD, c'est pas des hôtels, ces milieux doivent être fonctionnels pour le personnel de soins, donc on limite beaucoup là, les options possibles en matière, c'est ça, d'aménagement. Ou encore, on se fait dire, ben ça coûte trop cher votre proposition, donc c'est pas une bonne idée. En fait, ces deux arguments-là permettent de mettre en relief deux principales tensions un peu qu'on voit. La fameuse tension entre milieu de vie, milieu de soins, puis la tension entre qualité des soins et services et les ressources là, qui sont disponibles. Je vais maintenant aborder là, quand même un peu rapidement là, les deux tensions un peu plus en détail. Tout d'abord, en ce qui concerne la première tension, la tension entre milieu de vie et milieu de soins. Tu sais, la question à se poser, c'est est-ce qu'un milieu de vie peut être à la fois un milieu de soins? Bien oui, ça c'est sûr, totalement. Par contre, pour ce faire, c'est sûr que c'est important de réunir l'ensemble des parties prenantes. Ça a été discuté justement dans la première section de la conférence aujourd'hui. C'est important de réunir les parties prenantes autour de la table, l'ensemble des parties prenantes, donc les résidents, leurs proches. Il y en a certains qui vont dire que ça peut être difficile d'inclure, par exemple, les aînés résidents CHSLD dans les prises de décision, mais il faut vraiment laisser de côté un peu cette vision paternaliste, un peu dépassée. Il faut laisser ça de côté, il faut les impliquer. C'est quelque chose qu'on fait de manière courante, par exemple en pédiatrie, en toxicomanie, donc c'est quelque chose qu'on devrait faire le plus souvent, en fait, en CHSLD. Aussi, on fait de plus en plus la promotion des soins axés sur les patients. Dans ce contexte-là, il faut laisser une place aux aînés, il faut laisser une place aux proches, mais aussi au personnel de soins dans l'élaboration des solutions. Donc, il faut que tout le monde travaille ensemble. Présentement, on est confronté à parfois, dans certains contextes, un peu un manque de concertation. Des fois, il y a un manque d'écoute du personnel, des usagers, de leurs besoins, entre autres en matière d'aménagement. Des fois, ça peut mener justement à des situations qui peuvent être, c'est ça, le plus surprenantes, des situations un peu inattendues, comme par exemple, je vais vous rappeler là, ici un exemple que tout le monde, c'est ça, le connaît assurément, qui est beaucoup plus complexe là, que de la manière dont je vous le présente là, à l'heure actuelle. C'était à l'époque, en 2009, quand l'hôpital de Gatineau avait inauguré là, son pavillon de cancérologie, puis qu'on s'était rendu compte à quelques jours avant l'inauguration, eh bien, que les ascenseurs là, étaient trop petits pour faire entrer là, les civières. C'est sûr que par la suite, oui, le problème a été réglé. C'était un problème qui était plus au niveau de la consultation, puis la manière dont les gens avaient conçu là, la problématique. C'était pas la problématique, mais je veux dire, l'aménagement, c'était pas tout le monde qui avait le même plan, si on veut, là, c'est ça, là, en tête. Et puis, ça l'avait amené, c'est ça, à certains conflits, puis un peu, là, c'est ça, là, de confusion. Bref, un exemple, mais il y a aussi des exemples de succès. Un exemple de succès, on en a vu plusieurs, c'est ça, cette semaine, vraiment aujourd'hui typique, c'est ça, de CHSLD. Mais j'en donne un qui est plus un milieu de soins, comme vraiment général. Il y a le centre médical Virginia Mason aux États-Unis qui a revu complètement là, sa manière de donner des soins et qui a revu aussi, ce qui est fascinant, c'est qu'ils voulaient mettre l'expérience patient au centre. Ils ont décidé de revoir complètement l'aménagement. Donc, de la majorité là, des départements. Donc, c'est vraiment partie de l'aménagement, l'organisation, c'est ça, là, des soins. Et puis, ça fait en sorte que c'est rendu maintenant à des milieux de soins les meilleurs aux États-Unis en termes de qualité. L'expérience patient est vraiment excellente. Ils ont aussi réussi à sauver énormément d'argent. Ils sont passés d'un hôpital qui était justement très peu rentable à un milieu qui générait, là, c'est ça, là, des profits. Donc, ils ont juste adopté une perspective vraiment d'amélioration continue. Puis, ils se sont penchés sur la question en incluant justement la question là, de l'aménagement. Dans l'ouvrage, entre autres, le Transforming Healthcare, on peut revoir là, tout le processus là, qui les a menés à leur transformation. Puis c'est vraiment, là, c'est ça, là, génial. Donc, est-ce qu'il est possible de faire d'un milieu de vie un milieu de soins et vice-versa? Mais c'est sûr que c'est possible. Il faut juste être innovant, adopter une culture là, d'amélioration continue. Puis les résultats là, vont être présents quand même là, assez là, rapidement. La deuxième tension,
que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est la tension entre qualité des soins et services et puis les ressources disponibles. C'est comme je vous disais plus tôt, c'est souvent un des arguments qui est invoqué, c'est on n'a pas les moyens, ça coûte trop cher. Or, en fait, cet argument-là ne tient pas la route. Puis, on a plusieurs exemples au Québec, dans divers domaines, qui démontrent là, que c'est possible. Un exemple, c'est entre autres en 2016, le Centre hospitalier de Sainte-Justine, que tout le monde connaît assurément là, ici, ils ont amorcé une transformation au niveau vraiment de l'organisation de leurs services alimentaires. Ils sont passés là, des repas classiques, là, où est-ce qu'on avait le déjeuner, dîner, souper à heure fixe, à un modèle là, de repas à la carte là, livré à la chambre, comme un peu au restaurant, là, pas au restaurant, à l'hôtel, quand on va à l'hôtel. C'est sûr que la première chose, je suis sûre, qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est, ben voyons, ça doit coûter une fortune, c'est une belle initiative, mais ça coûte cher. En fait, pas du tout. Le centre hospitalier là, économise maintenant 200 000 par année et il y a 15 moins de plateaux repas qui sont produits. Puis grâce aux commandes là, personnalisées, la satisfaction des patients là, et puis des parents atteint un sommet là, jusque-là inégalé. En plus de diminuer le gaspillage alimentaire, donc passer de 25 à 6 le taux de satisfaction là, il est passé d'un 50 en 2010 à 97 Donc, c'est quand même assez incroyable. Donc, une question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi essayer de revoir les modes de fonctionnement, revoir un peu l'aménagement, l'organisation du travail, les façons dont on fait, les façons de faire dans nos CHSLD. Donc, voilà. Ça m'amène tout ça à réfléchir, à amener un sujet, là, c'est ça, là, sur la table, qui est quand même, c'est ça, là, un peu difficile ou délicat. Est-ce que la situation qu'on observe là, à l'heure actuelle, c'est tout ce que j'ai parlé un petit peu plus tôt là, dans ma présentation, est-ce que c'est pas relié peut-être à de l'agisme systémique, que dans le fond, on pourrait faire face à plusieurs belles solutions, mais que dans le fond, il n'y a rien qui est vraiment mis de l'avant, on piétine. En fait, non, il y a des projets qui sont mis de l'avant, mais de vraiment y aller de manière massive et générale. Dans un article qui a été publié là, tout récemment, il y a entre autres le docteur Régent Hébert, que tout le monde connaît, et puis Yves Couturier, qui ont parlé justement d'une espèce d'agisme systémique latent, qui s'est comme révélé aussi un peu là, avec la pandémie. En fait, comme ils disent dans leur article, il y a plusieurs personnes qui se disaient un peu outrées par la situation, le fait qu'il y a eu beaucoup de décès en CHSLD. Mais comme ils soulignent, il n'y a eu aucun mouvement de soutien collectif ou de mouvement comme All Lives Matters qui a vu le jour. Donc, c'est sûr que c'est une situation qui est quand même préoccupante. Il faut toujours garder ça aussi là, à l'esprit. Mais mon objectif, c'est qu'on sorte de tout ça, puis qu'on adopte une perspective un peu plus, là, c'est ça, là, positive, donc d'aller vers un peu des solutions. Comment faire pour améliorer là, nos soins et services de santé et la qualité de vie en CHSLD? 3 pistes de solutions. Tout d'abord, mais adopter des modes de gestion là, innovants en favorisant l'amélioration continue, avoir une nouvelle façon de voir les choses, revoir l'organisation, revoir la manière dont on fait, c'est ça le travail, décortiquer les processus, revoir l'aménagement. Des super beaux exemples ce matin, justement, dans les présentations, mais il faut continuer à aller, c'est ça, là, dans ce sens-là. Ensuite de ça, un autre élément qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il faut y aller à l'essentiel. Il faut s'inspirer aussi de la fameuse pyramide là, de Maslow, commencer par la base. Il faut quand même s'assurer de répondre aux besoins de base. Donc, l'alimentation, l'hygiène, l'habillement, la sécurité, puis ensuite de ça, s'attaquer aux autres problèmes. En commençant par la base, on s'attaque, c'est ça, aux vrais problèmes de fond. Puis, on peut regarder ça un peu comme quand on va dans un tout inclus dans le sud. Il y a bien beau avoir 10 000 activités, des cours de salsa, parapente. On n'y retournera pas si on ne dort pas bien, qu'on ne mange pas bien, qu'il est impossible de prendre une douche. Finalement, comme ça a été mentionné là, par plusieurs acteurs là, ce matin, c'est important d'inclure l'ensemble des parties prenantes dans l'élaboration des solutions. Puis ça, c'est un processus qui doit débuter dès maintenant parce que l'urgence, elle a été augmentée en fait là, avec la pandémie là, de COVID-19. Pour conclure, certains vont dire qu'il y a une lueur d'espoir avec les maisons pour aînés, dont la construction, c'est ça, ça s'amorce au Québec. On voit plusieurs exemples, c'est ça, de
d'aménagement qui sont magnifiques. Ça, il n'y a pas de doute, qui sont très bien, c'est ça, là, pensés. Mais ce qu'il faut se demander, est-ce qu'ils vont pouvoir régler là, les problèmes qu'on a là, actuellement? Ça, c'est la question qu'il faut se demander parce qu'il n'y a pas de bain dans un CHSLD qui soit neuf ou vieux, bien, ça reste pas de bain. Il y a aussi lieu de se demander si ces milieux-là vont être adaptés en cas de future pandémie. On ne veut pas voir le même scénario se reproduire. Puis, sur ce dossier-là, je vais laisser là, mon collègue, Marius Berger, là, de la Croix-Rouge, vous entretenir là, dans le cadre de son intervention. Merci beaucoup.